Le test complet du Fujifilm X-T4, le voici enfin. Alors je suis un petit peu plus tard que mes collègues sur YouTube, mais je pense que le timing est parfait et je vous explique pourquoi juste après et on voit ça en détail. À tout de suite. Salut à tous, je m'appelle Karim, je suis photographe portraitiste, j'expose principalement mon travail sur Instagram pour le compte EKS Création. Je vous invite à aller voir ce que je fais d'ailleurs sur mon compte Instagram, le lien est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à commenter et en tout cas à donner votre avis, ça me ferait super plaisir. Également sur cette chaîne YouTube, je parle de photos en général, de portraits en particulier et de Fujifilm encore plus en particulier puisque je suis fougiste depuis plusieurs années. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Ça permettrait aussi de soutenir cette petite chaîne qui j'espère va grandir grâce à vous. Et comme je vous l'ai dit, je suis donc utilisateur Fujifilm et je vais aujourd'hui vous donner mon verdict final sur le Fujifilm X-T4. Alors pour la petite histoire, je suis chez Fujifilm après 15 ans chez Canon. J'ai commencé par le X-T2, puis j'ai eu le X-T3 et le X-T4. Donc j'ai vraiment eu toute la famille X-T à partir du X-T2. J'ai vraiment pu voir l'évolution. J'ai d'ailleurs fait déjà une vidéo sur mon premier ressenti après quelques semaines d'utilisation du X-T4. Je vous invite à aller voir juste ici, puisque ce que j'ai donné dans cette vidéo, je ne vais pas essayer d'y revenir trop dans celle-ci. Donc allez voir cette vidéo, vous pouvez mettre sur pause, vous allez voir déjà mes premiers ressentis sur le X-T4 et puis après vous reviendrez sur cette vidéo plus en détail sur le test complet du X-T4. Alors comme vous pouvez le voir, il n'est pas sur cette table. Pourquoi? Parce qu'il est en train de me filmer justement le X-T4. Alors d'habitude j'ai deux boîtiers, j'ai un X-T3 et un X-T4. Je viens de me séparer de mon X-T3, je l'ai vendu à un acheteur très sympathique. J'espère d'ailleurs qu'il en est ravi. S'il me regarde dans cette vidéo, il peut laisser un petit commentaire pour me dire s'il est content de son X-T3. Et donc je ne l'ai plus. J'avais acheté le X-T4 comme deuxième boîtier en plus du X-T3 parce que dans mon activité professionnelle j'avais souvent besoin de deux boîtiers. Mais cette année 2020 a été, comme vous le savez, très particulière. Et donc les contrats se sont rarifiés pour la plupart des photographes. Et donc deux boîtiers était inutile et ça prenait un peu la poussière et c'était surtout de l'argent qui dormait. Je ne roule pas sur l'or, donc j'ai vendu mon X-T3 à quelqu'un en tout cas qui le méritait, je pense, parce que pour m'en séparer il fallait vraiment que je trouve le bon acheteur et je l'ai trouvé, donc je le salue. Petite parenthèse faite, donc le X-T4 est en train de me filmer. Si vous voulez d'ailleurs le savoir, il est monté avec le Viltrox 23 mm. Si vous voulez voir mon avis sur ce 23 mm Viltrox, j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller chercher le lien juste ici au-dessus. Et donc voilà, il est en détection de visage et en détection des yeux automatiques. Donc, et il est en 2.8, comme ça vous savez tout. Donc si vous trouvez que la mise au point est véloce et qu'elle fonctionne bien, déjà vous pouvez vous faire une petite idée en tout cas de ses capacités en vidéo, en suivi d'autofocus. Quand je vous dis ça, parce qu'en plus, étant photographe, ce test va vraiment s'axer surtout sur l'aspect photo et moins l'aspect vidéo, parce que je ne suis pas vidéaste. Là, il y en a plein. Je vous invite à faire le tour de YouTube. Si vous êtes vraiment vidéaste, il y a plein de collègues vidéastes qui ont fait des superbes reviews sur le X-T4, qui apparemment est un boîtier extraordinaire pour les vidéastes. Je n'en doute pas, vu déjà ses capacités en photo. Donc voilà. Et puis là, je trouve qu'il me filme très bien. Mais bon, il vaut mieux qu'un YouTubeur, en tout cas, j'espère, vu sa qualité. On va rentrer directement dans le vif du sujet, on va voir différentes catégories. La première que j'ai envie de voir avec vous, c'est évidemment son ergonomie. Alors le boîtier X-T4, il suit la longue lignée des boîtiers XT, donc il n'y a pas beaucoup de surprises quand on le prend en main. On retrouve un peu tout ce qui fait la recette des boîtiers XT depuis le X-T1. Il y a certaines petites choses qui ont changé. Bon, déjà la première chose, c'est sa prise en main. Moi, depuis l'X-T2, quand je venais du réflexe, et de gros réflexes chez Canon, j'ai eu toujours un peu de mal avec la prise en main. D'ailleurs, je prenais toujours la poignée grip pour deux raisons, pour augmenter l'autonomie et la vitesse, bien entendu, et puis pour avoir une meilleure prise en main, surtout que je suis photographe de portrait et que la poignée verticale est en plus utile pour ça. Et j'avais vraiment du mal avec une main masculine, c'est un peu compliqué, une grande main de les tenir. Pourquoi? Parce que la poignée n'était pas très proéminente et on avait vraiment c'était pas très facile à tenir en main, je trouve. En tout cas, ce qui était du X-T2 et du X-T3. Quand on voit l'X-T4 de prime abord comme ça, on a l'impression qu'il est pratiquement identique. Maintenant, quand on le prend en main, on voit qu'il est un peu plus large. D'ailleurs, si vous pouvez trouver aussi sur internet, je pense que je l'ai fait d'ailleurs dans la vidéo précédente sur le X-T4, quand on met le X-T3 et le X-T4 côte à côte, le X-T4 est plus épais évidemment. Et donc la poignée est un peu plus grande.
Alors, certainement dans un souci d'ergonomie et dans un souci d'autonomie, on va le voir bien entendu, mais le XT4 a une plus grande autonomie, une batterie plus grosse, donc il fallait mettre de la place pour cette batterie, et donc la poignée de fait est plus grande, mais c'est pas plus mal, au moins on l'a mieux en main. Donc déjà c'est un point positif par rapport à son prédécesseur et ses prédécesseurs, c'est que la prise en main est meilleure. Alors on retrouve évidemment les molettes classiques, de sensibilité ISO, de vitesse, qu'on retrouve évidemment là au-dessus de l'appareil. Là, il y a moyen vraiment de tout débrayer. Pour ce qui est de l'ouverture, c'est directement sur l'objectif, généralement chez Fuji, sauf c'est les objectifs XC. Là, vous pouvez utiliser une déroulette comme sur un réflexe, mais sinon, c'est directement la bague sur l'objectif. Mais sinon, vraiment, la vitesse et la sensibilité se règlent sur les deux molettes à l'arrière. Ça, on avait déjà ça sur les autres, donc c'est pas révolutionnaire, ça fonctionne toujours aussi bien. Et on a toujours ce petit côté argentique que j'adore. C'est comme ça que je règle mes boîtiers argentiques avec ce type de molette. Donc c'est vraiment ce que j'ai aimé retrouver chez Fujifilm. Vous l'avez toujours sur le Fuji X-T4, bien entendu. La petite chose qui change, c'est qu'on a maintenant une bascule entre le menu vidéo et le menu photo. Avant, quand vous rentriez dans les menus, ils étaient tous les deux présents dans le même menu, dans le même guide, et c'était un petit peu compliqué de s'y retrouver. Enfin, surtout, ça faisait beaucoup d'informations. Si on ne faisait que de la photo, c'était gênant d'avoir toutes ces informations vidéo. Maintenant, on bascule de l'un sur l'autre. L'avantage aussi, c'est qu'évidemment, il retient les réglages que vous avez fait dans l'un ou dans l'autre quand vous basculez de l'un à l'autre. Donc ça, c'est pas plus mal. C'est aussi également un point positif. Donc en plus, si vous faites de la vidéo, sachez que l'accès à vos paramètres vidéo est beaucoup plus simple qu'avant. Donc voilà, ça aussi, c'est une petite chose qui change de l'ergonomie. Alors bien entendu, d'autres choses changent. Le viseur ressort un petit peu plus à l'arrière, donc on a une visée qui est plus agréable. Sur mon X-T3, j'avais changé le huton pour avoir un huton plus proéminent, pour justement pouvoir avoir vraiment une visée plus confortable. Je n'ai pas eu besoin de ça sur le X-T4 parce qu'il ressort un peu plus du boîtier. J'avais déjà eu cette impression là sur le X-H1 quand je l'avais testé à l'époque. Et effectivement, là c'est plus agréable pour viser selon moi, avec un viseur qui ressort un peu plus. Évidemment, ça augmente encore un petit peu la largeur et l'épaisseur du boîtier, mais voilà, ça vaut vraiment la peine parce qu'on a une visée qui est beaucoup plus agréable. Pour la qualité de l'écran du viseur, écoutez, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au X-T3. Toujours excellent, moi je trouve que les couleurs chez Fujifilm sont très bien respectées. La vue et en tout cas la preview qui va vous donner sur votre photo, si vous décidez d'activer dans les menus la correction d'exposition et la balance des blancs, vous allez voir évidemment la photo qu'il va vous donner. Et je trouve que c'est vraiment fidèle à ce qu'on va avoir. Donc l'écran, en tout cas, ça a toujours été quelque chose que j'aime beaucoup chez Fujifilm, surtout depuis l'X-T3, ils avaient fait un bel effort. Sur le X-T4, on continue sur la lancée, donc c'est franchement bien. Voilà, pour comparer, j'aime beaucoup moins le viseur de chez Sony par exemple, que je trouve un peu moins proche de la réalité. Chez Fujifilm, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, surtout que, comme vous le savez, j'adore les simulations de films argentiques chez Fujifilm et j'aime bien voir dans mon viseur ce que ça donne exactement, et là c'est vraiment le cas. Et dernière chose, évidemment, au niveau de son ergonomie, c'est son écran sur rotule, qui permet d'ailleurs là de me voir pendant que je suis en train de vous parler, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, c'était une fonction, vous pouvez aller voir d'ailleurs dans la vidéo des fonctions que j'attendais le plus sur le X-T4, ça en faisait partie, c'était cet écran à rotule. J'en suis un peu revenu, alors je l'aime toujours autant, mais en fait il ne m'apporte pas grand chose. Je n'aime pas moins que l'écran vertical des précédents XT, je ne l'aime pas moins, attention, mais je ne l'aime pas plus, il ne me sert à rien en fait. Là si, évidemment, c'est agréable, mais s'il n'avait pas été là, c'était pas grave, parce qu'il ne me sert vraiment que dans ces cas-là, quand je suis en train de faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Sinon, il ne me sert à rien. Tout ce qui m'intéresse sur un écran, c'est évidemment la visée verticale. Voilà, si je suis en contre-plongée ou en plongée, par exemple, au-dessus d'une foule, effectivement, c'est intéressant, mais cet écran à rotule, alors, n'apporte pas grand-chose. Il peut parfois me être gênant dans certains cas. Justement, là, il s'ouvre sur la gauche du boîtier et ce qui empêche d'avoir, je trouve, des joints de fermeture au niveau de la prise micro qui sont de qualité supérieure au niveau de la fabrication. Ils ont dû faire quelque chose un peu plus caoutchouteux pour justement pouvoir laisser la charnière de l'écran. Voilà, on doit faire des concessions qui me plaisent un petit peu moins. Et puis alors, quand on fait de la vidéo, ça c'est un petit détail. Et encore que je n'avais pas prévu dans ma vidéo, mais c'est en le voyant que je vous le dis, c'est un peu dommage d'avoir prévu la prise micro du côté où l'écran se retourne, puisque j'ai mon câble micro qui passe en plein milieu de l'écran. Donc on aurait peut-être dû faire l'inverse, mais bon voilà, ce sera peut-être le cas sur la prochaine fois.
Voilà tout ce que j'ai à dire pour l'ergonomie. Si vous voulez tout savoir, d'ailleurs, j'ai choisi, ça vous pouvez le voir dans les autres vidéos, la version Silver. J'avais toujours eu la version noire de mes Fujifilm X-T. Là, je voulais changer la version Silver. Déjà, pour plusieurs choses, c'est que le Silver s'abîme moins vite. Moi, j'ai toujours des petits coups, des petites griffures qui apparaissent tout autour de mon boîtier parce que je suis un photographe d'extérieur et que je le sors régulièrement et que je le dépose un peu partout, etc. Je fais attention au matériel, mais les petites usures superficielles, bon, ça arrive vite, surtout chez Fujifilm, plus que dans les autres marques, j'ai l'impression. Et ben voilà, le gris, évidemment, si j'ai une griffure silver sur du silver, ben ça se verra un petit peu moins, voilà pourquoi je l'ai pris. Et puis il a un look encore plus vintage avec le liseré silver, donc c'est encore mieux pour moi. On rentre encore plus dans la philosophie Fujifilm. Voilà pour ce qui est de l'ergonomie. Alors, autre fonction très importante pour tester un appareil photo numérique, c'est bien entendu la mise au point. Et la performance de l'autofocus, c'est super important. C'est vraiment une évolution constante dans le milieu de la photo. Celui du X-T4 est assez performant. Ils l'ont d'ailleurs amélioré à sa sortie. Ils avaient énormément, Fujifilm, communiqué sur l'amélioration de l'autofocus du X-T4 par rapport au X-T3. Mais attention, c'était dans une amélioration logicielle et au niveau de l'algorithme et de la reconnaissance de plusieurs petites choses comme les yeux, amélioration de la reconnaissance des yeux, du mouvement, etc. Mais encore une fois, je le répète, le X-T3 a exactement les mêmes composantes que le X-T4. Il n'avait juste pas le même logiciel. Depuis quelques semaines, il y a eu une mise à jour du X-T3 et maintenant, donc tout ce que je vais vous dire là, le X-T3 est capable également de le faire, c'est important. Mais on va quand même tester donc cet autofocus nouvelle génération chez Fujifilm. Donc là, ici, il est en train de me filmer avec reconnaissance de l'œil. Je suis en train de le voir là sur l'écran. C'est relativement bien fait. Si je bouge, il continue à me suivre et de façon assez impressionnante. Donc ça fonctionne bien en vidéo et également en photo, je vous le garantis, pour l'avoir testé plusieurs fois. Là, vous voyez que je baisse les yeux régulièrement, c'est parce que je regarde évidemment ma surface ici, pour éviter qu'elle s'éteigne surtout et qu'elle se mette en économie. J'ai fait plusieurs photos pour tester surtout le suivi d'autofocus. C'est ça qui est important, évidemment, puisqu'un autofocus fixe pour un portrait, par exemple, dans des conditions de lumière suffisantes, je pense que maintenant, toutes les marques arrivent à faire des autofocus qui sont performants là-dessus, il n'y a aucun problème. Là, on va voir vraiment les appareils qui se démarquent au niveau de la F, ce sera sur le suivi d'un autofocus d'un sujet qui est en mouvement, où là, c'est plus dur et voir vraiment s'il accroche bien, comme il est en train de le faire, par exemple, avec moi, ici, pour cette vidéo. Là, d'ailleurs, on va d'abord regarder une petite séquence que j'ai fait au niveau du suivi d'autofocus quand on bouge l'écran sur mon chat. Donc vous le voyez ici, là, quand je bouge l'écran, l'autofocus suit bien le chat. J'ai juste appuyé sur l'écran tactile pour dire de suivre le petit animal et ça fonctionne pas trop mal. Maintenant, voilà, là je ne déclenche pas, je ne fais pas de photo, on voit juste qu'il comprend bien là où il doit rester pour faire la photo, c'est pas mal du tout. Maintenant, si vous voulez bien, on va regarder des photos que j'ai fait lors d'un shooting. J'avais un shooting mode pour une marque de prêt-à-porter et j'ai demandé au modèle sur la fin de faire quelques sauts pour justement préparer cette vidéo. Donc j'ai mis évidemment sur mon boîtier l'autofocus continu et dans le mode AF du boîtier, je l'ai mis en mode suivi du sujet pour voir justement s'il se comportait bien. On voit qu'on est en 1/320e de seconde, donc il y aura, j'ai évidemment parcouru les photos, il y aura quelques petits flous au niveau des pieds, etc. C'est pas un problème d'autofocus, je vous le dis tout de suite, c'est que j'aurais peut-être pu augmenter ma vitesse, donc là c'est plutôt un problème de bouger, de flou de bouger, je dirais plutôt qu'un problème de suivi d'autofocus. Donc, on voit ici que l'autofocus suit bien. Sur celui-ci, vous voyez, là par contre, il a un petit peu patiné, ça peut arriver. Petite précision aussi, sur cette rafale-là, j'avais utilisé le Viltrox 23 mm, j'ai fait une vidéo là-dessus, je le répète, vous pouvez aller la voir, et qui a un autofocus très rapide, c'est pour ça que je l'avais mis sur le boîtier pour tester l'autofocus du Viltrox, bien entendu, et en plus celui du X-T4. Il a un autofocus qui est très véloce, mais parfois il a des petits ratés, et là je pense qu'avec un objectif de la marque Fuji, j'aurais peut-être pas eu ce problème-là, mais il continue à suivre le sujet. Vous voyez ici au niveau des pieds, là je pense que c'est plutôt un flou de bouger plutôt qu'un problème d'accrochage, mais il continue à bien suivre le sujet jusqu'au bout. Là on a une nouvelle séquence et donc c'est un suivi d'autofocus, je le répète, un suivi d'autofocus en rafale, donc il est quand même capable de le faire, donc c'est pas mal du tout. Voilà, donc jusqu'au bout on voit que l'autofocus suit super bien, donc il y a vraiment une très belle performance d'autofocus, véloce, même en rafale. L'autofocus Fujifilm fonctionne vraiment très bien. Est-ce que c'est le meilleur autofocus que j'ai eu l'occasion de tester?
Non. Chez Fujifilm, oui. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le X-T3 fait la même chose maintenant. Donc, il y a 2 boîtiers qui sont capables de faire ce que vous venez de voir là, et même de manière encore plus impressionnante sur des courses ou des photos sportives. J'ai vu des Fujistes qui avaient fait de très très belles photos sportives ou des photos animalières. Donc, oui, ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est le meilleur? Non. L'autofocus qui jusqu'à présent m'a le plus impressionné, c'est chez Olympus, sur leur tout haut de gamme, le EMX1, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai eu l'occasion d'avoir en main et d'essayer. Chez Olympus, ils ont vraiment une qualité d'autofocus qui est juste dingue. Maintenant, est-ce que c'est le cheval de bataille de Fuji d'arriver à ça? J'en sais rien. Il ne faut pas oublier que Olympus fonctionne avec du micro 4/3 et que si on multiplie les collimateurs pour un suivi d'autofocus sur un capteur qui est plus petit, le processeur est évidemment plus facile à travailler, et donc voilà, on ne se bat pas dans la même gamme. Sur de la PSC, c'est très très impressionnant. Je pense que c'est l'autofocus le plus performant de la PSC, il est sur le X-T4, donc voilà, ça, et sur le X-T3 fatalement maintenant, donc c'est vraiment très 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 bon. J'ai pas eu l'occasion de tester les derniers autofocus de chez Sony sur du plein format qui apparemment sont excellents également, donc je ne peux pas comparer, mais en tout cas le X-T4 est excellent. Quand je l'ai reçu, c'était le meilleur autofocus que j'avais jamais eu, puis il y a eu la mise à jour de mon X-T3 et là je me suis retrouvé avec 2 boîtiers qui avaient exactement le même autofocus, donc excellent, mais on trouve la même chose sur le boîtier en dessous. Voilà, comme vous avez vu, j'avais changé de vêtements puisque cette séquence sur l'autofocus a été tournée un autre jour par rapport au reste de la vidéo. Maintenant, on retourne sur le bureau. Alors, autre chose aussi pour mesurer la qualité d'un appareil photo numérique à notre époque, c'est la qualité en montée ISO. Effectivement, maintenant, tous les appareils sont relativement excellents dans des bas ISO et dans des conditions de lumière bonnes. On va voir vraiment la capacité d'un capteur et sa capacité vraiment logicielle quand on va monter en sensibilité parce que la lumière est moins bonne. Donc là, j'ai fait sur le PC une série de photos, on va le voir, de 160 ISO qui est le plus bas sur le X-T4 jusqu'à 12800 ISO, et on va voir la dégradation et jusqu'à quand on peut considérer qu'on a une bonne photo. Pour information, sur le X-T3 avant la mise à jour, je pense que moi j'acceptais avoir une bonne photo, en tout cas avec mes exigences professionnelles. Si je dois rendre mes photos à un client, jusqu'à 1600 ISO, c'était vraiment exploitable professionnellement, c'était exploitable de manière privé, en familial, jusqu'en 3200, et au-dessus, on avait une photo proche du smartphone, au niveau du détail en tout cas. Et donc, voilà, donc on va voir si ça s'est amélioré sur le X-T4 et fatalement sur le X-T3 avec sa nouvelle mise à jour, bien entendu. Alors donc ici sur le PC, ici on a la photo en 160 ISO. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette photo qui n'est pas très intéressante artistiquement, je vous l'accorde, simplement parce que là on a beaucoup de textures, on a des couleurs différentes et on a des mailles, etc. sur le canapé. Donc effectivement on va pouvoir vraiment voir si on garde du détail longtemps en montant en ISO, bien entendu. Donc vous voyez ici que je suis en 160 ISO. Évidemment, je suis dans des vitesses très lentes parce que j'étais dans des conditions de lumière relativement sombres. C'est comme ça qu'on va voir vraiment la qualité et l'absence ou pas de bruit. Donc ici, on a l'ISO 160. Si on zoome ici, on voit qu'on a énormément de détails. Donc la mise au point a été faite plus ou moins ici au niveau de l'oreiller. Je pense que j'étais en f8, donc on va avoir une profondeur de champ qui est relativement grande. Et on voit vraiment qu'on a du détail, ce n'est pas une surprise. À 160 ISO, il n'y a pas de surprise. Donc on peut directement passer à l'autre. Ici, on est en 200 ISO. Là aussi, on a toujours le détail. On ne voit pratiquement pas de différence avec le 160. Toujours très très détaillé au niveau des mailles, du tissu, etc. Donc pas de souci. Le 400 ISO, juste là, je pense d'ailleurs, j'ai d'abord le 320 ISO qui est ici. Là, toujours du détail. Est-ce que dans les basses lumières, on voit quelque chose? Ça m'étonnerait. Ça n'était pas le cas avec le X-T3, ça m'étonnerait qu'avec le X-T4, ça arrive. Donc, on a toujours une photo qui est excellente. Je vais y arriver. En 400 ISO, toujours pareil. Si on remarque, on a peut-être une petite perte, en tout cas, de punch dans les détails. C'est toujours une photo qui est de très haute qualité, on peut vraiment l'exploiter dans tous les formats possibles, il sort sans problème, on n'a toujours pas de bruit, on a peut-être des détails un petit peu plus mous que sur le 160, ce qui est tout à fait logique, mais tout à fait acceptable, bien entendu.
Alors ici, on passe en 640 ISO. Là aussi, on a toujours une bonne photo, mais on commence à perdre dans les mailles ici. Hein, dans les mailles, on commence à perdre vraiment un peu de détails. C'est toujours très bon. Mais ici, dans les noirs, je trouve qu'on perd un tout petit peu, mais c'est logique. Mais il y a toujours, enfin, c'est pratiquement pas perceptible. Hein. Personne ne regarde une photo comme on est en train de le faire là pour le moment. Donc on a toujours une photo qui est excellente. Le 800 ISO, qui est souvent une étape, le 800 ISO. À partir de là, on commence à avoir des dégradations sur plusieurs boîtiers, etc. Et là aussi, on a quand même toujours quelque chose qui est très bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Si on va avoir vraiment dans les foncés, est-ce qu'on commence à avoir du bruit? C'est imperceptible, peut-être un peu là sur le côté. On commence un petit peu à lisser. Ça, c'est possible. Mais c'est quand même difficilement perceptible. Alors, là maintenant, on est en 1250 ISO. Là, on devrait commencer à avoir vraiment une perte de dynamisme. Et effectivement, on en a. Ici, regardez sur les côtés, hein, là, on le voit. On commence vraiment à perdre du détail. Et on le voit ici dans les mailles. Hein. Clairement, ça commence à devenir un peu plus de la purée. Mais encore une fois, la photo dans sa globalité n'est pas mauvaise. Maintenant, ici, on commence à deviner un tout petit peu de grain, enfin un tout petit peu de bruit, mais c'est encore relativement acceptable. En tout cas, moi je compte bien jusqu'en 1600 ISO, normalement on doit être bon. Et là aussi, c'est bon. Pourquoi est-ce que moi, ma limite, c'est 1600 ISO? Je parle surtout dans les photos en basse lumière, quand je fais des mariages, par exemple, et qu'on est en photo de soirée, que je veux garder la lumière d'ambiance. Si j'évite d'utiliser les flashs, je peux me permettre de monter jusqu'à 1600 ISO, on le voit. Chez Fujifilm, il n'y a aucun problème. On a encore une photo qui est détaillée. Maintenant, voilà, il ne faudra pas espérer voir les mailles ou les coutures de la robe de mariée en détail. Évidemment, là, c'est beaucoup moins détaillé, mais la photo dans sa globalité reste bonne. Et dans les noirs, ici, on a encore très peu de bruit. Alors, on arrive en 2500 ISO, vraiment l'intermédiaire avant le 3200. Là, ici, sur les oreillers, sur les coussins à l'arrière, on a vraiment perdu pas mal de détails. Là, vous voyez sur les côtés, là, on commence vraiment à avoir beaucoup de bruit. On a pratiquement plus de détails sur les mailles. Là, plus du tout. Hein. Ça commence à s'aquarelliser, j'ai envie de dire. Ça commence à redevenir un peu un dessin. Mais par contre, là où a été faite la mise au point, on a encore un petit peu des détails de couture et de mailles. Donc voilà, mais voilà, alors comme on est vraiment en train de perdre, et c'est normal. Et le 3200, qui pour moi est le point de non-retour, en tout cas avec le XT3, en tout cas vraiment, si on est exigeant avec la qualité de ces photos, ici c'est un peu pareil. Oui, c'est ça. C'est un tout petit peu pareil. Et ça a été amélioré par rapport à l'ancienne version du XT3, mais maintenant le XT3 doit faire la même chose, donc le XT4, voilà ce qu'il donne. C'est toujours une photo acceptable, mais c'est la grande limite, on va le voir après, que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là, on est en 6400, et là, en 6400, on perd carrément, pour moi, on perd vraiment tout le dynamisme de la photo, on perd tout le détail. On a une photo encore qui est acceptable, mais je pense que si vous avez un excellent smartphone et que vous faites la même photo, je ne pense pas qu'elle sera beaucoup moins bonne. Donc là, un appareil, dans ces conditions de lumière-là, un appareil de ce prix-là par rapport à un smartphone haut de gamme, on ne voit plus beaucoup de différence, hein, parce qu'on perd vraiment tout le détail, et tout le punch et le dynamisme d'un capteur haut de gamme dans cette sensibilité ISO-là. C'est vraiment là pour dépanner, mais moi je ne suis plus du tout vraiment fan. En tout cas, je ne rends pas ce type de photo à mes clients. Et 12800, encore une fois, vu comme ça, elle est capable de le faire, mais encore une fois, je vous dis, c'est digne d'un bon smartphone. On n'a plus aucun détail, c'est de la purée. Donc voilà, et alors on a évidemment beaucoup plus de bruit dans les basses lumières, évidemment. Maintenant, le grain reste relativement fin, ça c'est quand même plus agréable à travailler. Que du bruit vraiment grossier comme on l'avait dans les anciens boîtiers numériques. Maintenant, on a vraiment du grain qui est beaucoup plus fin, donc qui est beaucoup plus facile à exploiter, bien entendu. Donc pour conclure sur la sensibilité ISO, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne surprise. C'est très bon, c'est excellent jusqu'à 1600 ISO, c'est très bon jusqu'à 3200. Et ça devient correctement exploitable au-dessus si vous voulez envoyer les photos sur les réseaux sociaux à vos amis. Mais on n'est plus sur de la photo pro ou haut de gamme au-dessus de 3200 ISO. C'était déjà le cas avec le XT3. On a peut-être un petit peu gagné entre 3002 et 6004 sur le XT4 et sur la nouvelle version du logiciel XT3. Donc on a certainement gagné un petit peu, je le remarque en tout cas. Mais ce n'est pas non plus
extraordinaire, donc on va certainement pas exploiter des photos à plus de 6400 ISO de façon professionnelle ou en tout cas expert. Donc là encore une fois, entre les deux boîtiers, entre l'X-T3 et l'X-T4, il n'y a toujours pas spécialement de différence. Les deux feront exactement la même chose dans les mêmes conditions. Il y a quand même, au niveau du bruit sur vos images, une différence entre les deux grâce au stabilisateur. On va le voir justement dans la séquence juste après. Et donc, bien comme je vais l'annoncer, on va voir évidemment la grande nouveauté, la grande différence entre ce X-T4 et son prédécesseur, le X-T3, c'est la stabilisation. Là, on est vraiment sur, si on enlève l'écran orientable, vraiment au niveau qualité et technique photo, c'est la seule différence et amélioration hardware entre l'X-T4 et l'X-T3. Donc, ce serait, si vous êtes photographe, peut-être la seule chose qui vous ferait peut-être basculer de l'un à l'autre, si vous en avez besoin ou pas. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit, j'avais pris le X-T4 pour avoir deux boîtiers. Je m'étais dit, tant qu'avoir le deuxième boîtier, autant avoir le nouveau modèle. C'est clairement maintenant, avec la mise à jour, quand j'avais encore les deux appareils, c'est clairement la seule chose qui me faisait, en tout cas, préférer le X-T4 dans certaines circonstances. Alors, Fujifilm nous vendait le fait de gagner 3 à 5 stops grâce à sa stabilisation, qui est une nouvelle technique de stabilisation qui est différente de celle des concurrents, qui a été vraiment développée par Fujifilm. On va constater, on va voir si c'est vrai. J'ai fait différentes photos d'un de mes chats à main levée avec le 56 mm. Voilà, comme ça on a une focale relativement longue et donc qui est vraiment sujette au bouger. Pour rappel, encore une fois, la stabilisation stabilise votre bouger et ne stabilise pas le bouger du sujet. Donc la stabilisation va être intéressante pour une nature morte, pour un paysage ou pour vraiment un modèle qui arrive à ne pas bouger du tout. Mais souvent, assez étonnamment, mais maintenant je le précise parce que j'ai eu souvent ce genre de réflexion quand je faisais des workshops en disant « ouais mais j'ai mis la stabilisation et pourtant ma photo est floue ». C'est normal, le sujet bouge. Ça stabilise votre bouger, ça n'arrête pas le temps, que ce soit bien clair. Et hop, c'est parti ici sur le PC. On va d'abord regarder sans stabilisateur. Donc en gros, c'est ce que fait le X-T4 si on désactive la stabilisation et c'est ce que fait le X-T3 évidemment, vu qu'il n'a pas de stabilisation. Donc là, je suis à main levée. Ce qui est important évidemment ici, c'est la vitesse. Je suis à 165e de seconde, je vais y arriver, pardon. Et donc là, c'est intéressant de voir comment l'appareil se comporte. Donc, ici, évidemment, à cette vitesse-là, j'ai une photo qui est nette, bien sûr. Donc là, on peut le voir ici au niveau des poils, etc. Il n'y a aucun souci. Si on perd peut-être un peu de dynamisme, c'est parce que je suis peut-être à 800 ISO, mais en tout cas, au niveau de l'autofocus et de la netteté, il n'y a aucun flou de bouger. Donc ça, c'est parfait. Je vous rappelle, ici, pas d'autofocus, pas de stabilisation. Ici, je suis à 1/80e de seconde. Et on a toujours quelque chose de net. Alors, j'avais vraiment les deux mains, je ne l'ai pas fait non plus comme avec un smartphone, j'ai vraiment pris mon appareil avec les deux mains. Donc c'est normal qu'à 80e, j'arrive encore à avoir quelque chose qui ne bouge pas, surtout que le chat ne bougeait pas du tout. Donc c'était assez facile de faire une photo nette. Et à 80e, évidemment, ça fonctionne encore. À 60e, ça peut devenir un peu plus technique et on voit déjà qu'on perd un petit peu. Voilà, je ne m'y suis pas repris non plus 15 fois. Je pense que cette photo-là, si je l'avais faite plusieurs fois, je pense sincèrement que j'aurais peut-être pu mieux la réussir que ça. Mais voilà, c'est bien prouvé que sans stabilisation à 1/60e, même en s'appliquant en faire la photo, on commence à avoir du flou de bouger, ce qui est tout à fait normal. Et donc voilà, là, on commence déjà à avoir un peu plus de difficultés. On le voit ici. À 1/30e de seconde, là, en tout cas moi, avec une longue focale, si j'avais mis un 23 mm, j'y serais peut-être arrivé, mais là, ça devient vraiment compliqué d'avoir une photo qui est nette, voire pratiquement impossible. Et donc, voilà, sans stabilisateur, ça devient vraiment compliqué. Donc là, on est à 1/30e, ou déjà à 60e, mais à 1/30e, je considère que sans stabilisateur, c'est pratiquement pas possible à main levée de faire une bonne photo. Et alors à 1/15e pour du rire, on voit bien que c'est pire, évidemment, parce que j'avais été plus loin, j'allais me mettre sur 1/4 de seconde. Bon là, c'est une sorte de flou artistique félin, mais effectivement, on n'a pas de possibilité de faire mieux, sauf si on avait à pied, mais c'est tout à fait logique. Sans stabilisateur, à un moment, on n'est pas des statues, donc voilà.
Ça, je ne vous apprends évidemment rien. Donc maintenant, regardons avec stabilisateur, bien évidemment. Et donc là, on est toujours à 1/125e. Bon, pour la petite histoire, le chat s'est élevé, donc on n'a pas la même photo, c'est bien, on fait un petit peu de diversitude. Donc voyons maintenant avec stabilisateur, hein, ici, la position du chat a légèrement changé pour faire un peu de diversité, c'est bien. Et donc voilà, à 1/125e, c'est logique que ce soit hyper net. On est à 400 ISO aussi, on avait une meilleure lumière, hein, donc ça aide, mais bon voilà, on voit bien que c'est net. À 1/80e, c'est toujours net, ce qui est logique. Hein. Là, je vous rappelle que sur la version non stabilisée, on avait aussi une photo qui était correcte. À 1/60e, là, on va peut-être pouvoir commencer à voir la différence. Je vous rappelle que Fujifilm nous vend 3 à 5 stops de différence. Effectivement, à 1/60e, ma photo elle est toujours nickel, parfaite. Et ça, on peut déjà considérer que c'est le stabilisateur qui commence à faire son boulot. Hein. Là, je suis à 1/30e. Pour rappel, à 30e, je n'arrivais plus à faire une bonne photo sur la version non stabilisée. Et là, encore une fois, on a une photo qui est nette. Le stabilisateur fait bien son travail, donc c'est relativement encourageant. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On est à toujours en 30e. J'en ai fait 2 visiblement. Ouais, elle est toujours nette, elle est même plus nette que l'autre, c'est pour ça que j'en ai fait une deuxième. Voilà, là maintenant on rentre vraiment, donc, comme je disais, dans le vif du sujet, avec du 1/15e. Et là, on a une excellente photo à du 1/15e, ce que je serais incapable de faire, ce que je suis incapable de faire, ou alors une fois sur 1000, en m'y reprenant plusieurs fois. Mais là, on a vraiment une photo qui est nette à 1/15e. Donc là, on a vraiment la performance du stabilisateur. Donc on est passé de 1/60e où ça commence à se dégrader non stabilisé, à du 1/15e où c'est toujours bon avec le stabilisateur. Donc là, on a vraiment un vrai gain. Ici, je suis à 1/4 de seconde. C'est plus parfait, mais honnêtement, la photo, elle a encore de la gueule. Et pourtant, on est à 1/4 de seconde. Et vous voyez, sur les côtés, ici, on a très très peu de flou de bouger. Donc c'est assez bluffant à 1/4 de seconde. Donc, je vous rappelle, on passe de 1/60e, une première limite non stabilisée, à 1/4 de seconde avec le stabilisateur. Donc il y a un vrai gain. Et là, j'ai fait une photo pour tenter le coup, mais je pense que le chat, en plus, ça va un peu bouger, mais bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance. À 1 seconde, quand même, 1 seconde. Et on peut considérer déjà qu'il y a un peu de flou de bouger, mais bon, on voit sur le côté que c'est un peu moins bon. Mais ça veut dire que je pense que si je m'y étais repris plusieurs fois, à un temps d'exposition de 1 seconde, j'aurais pu quand même réussir une photo nette sur une nature morte, par exemple. Donc, ça devient franchement correct. 1/60e, 1 seconde. Donc on a quand même un gap qui est quand même assez impressionnant. Donc le stabilisateur fait vraiment bien son travail. Pour avoir pu le tester en vidéo, je vous assure qu'il le fait aussi de façon excellente. Sur certaines scènes, j'ai des amis vidéastes qui n'ont plus besoin de stabilisateur sur des scènes relativement calmes et sur des mouvements de caméra relativement souples, évidemment. Mais donc, c'est vraiment un stabilisateur qui est excellent et qui fait très très bien son travail. Donc là, pour conclure sur le stabilisateur, clairement, là, on a une grosse plus-value par rapport à tous les prédécesseurs de chez Fujifilm, même par rapport au XH1, je pense, qui a été stabilisé. Là, on n'est plus du tout sur la même technique de stabilisation, c'est largement supérieur ici. Et je pense que c'est la stabilisation et cette technique-là qui va être utilisée sur tous les prochains modèles de la marque Fuji. Mais là, on a vraiment quelque chose d'excellent et une vraie plus-value. Voilà, je le répète. Là, on a vraiment une vraie plus-value par rapport au précédent modèle et surtout par rapport au XT3, c'est peut-être la première réelle plus-value et comme par hasard, évidemment, c'est une différence de hardware qui fait cette plus-value et cette différence. C'est voilà, on a rajouté quelque chose, c'est pas juste du logiciel. Donc là, on n'a pas travaillé sur le capteur, on n'a pas travaillé sur le processeur sur le XT4, mais on a travaillé sur un système de stabilisation qui est visiblement unique. Donc on peut aussi penser que l'argent et l'investissement du développement a surtout été fait là-dessus. Une petite chose avant vraiment de conclure, dont je n'ai pas parlé avant dans la vidéo, c'est l'autonomie. Donc je vous avais dit évidemment que l'ergonomie était meilleure parce qu'il y avait une plus grande batterie et donc une meilleure poignée, mais donc ce qui fait que l'autonomie est meilleure. Pour information, avant le XT3, j'avais besoin de la poignée grip
avec 2 batteries plus une batterie dans le boîtier, ça fait 3 batteries, et avec 2 batteries comme celle-ci, avec 2 batteries, je tiens pratiquement le même temps, non le même temps, qu'avec 3 batteries sur le X-T3. Donc j'ai pas pris la poignée grip cette fois-ci sur le X-T4, j'ai juste 2 batteries et ça me suffit largement, même pour toute une journée de shooting. Donc voilà, donc on a un vrai gain d'autonomie effectivement sur le X-T4. Petite parenthèse faite, je n'en avais pas parlé avant. Donc voilà, donc il est temps évidemment de conclure sur cet appareil X-T4. Et ma conclusion, bah, évidemment, c'est que cet appareil est excellent, il est excellent. Mais le X-T3 l'est tout autant. Voilà où est la difficulté de choix, en tout cas. Si vous avez déjà un X-T3, je vous conseille personnellement de ne pas investir dans le X-T4 si vous êtes satisfait du X-T3. Maintenant, si dans votre pratique de la photo, même avec le X-T3, vous avez un manque comme la stabilisation, parce que vous faites des photos en basse lumière, dans des vitesses qui sont lentes, là je comprends, le X-T4 peut être envisageable. Mais si vous êtes satisfait du X-T3 de votre pratique, si vous avez pleine satisfaction, vous n'allez pas avoir de gain sur le X-T4 et vous risquez d'être frustré. En tout cas d'avoir investi dans ce boîtier. Donc je vous conseille d'attendre la génération suivante où on aura certainement une stabilisation tout aussi, voire meilleure que sur le X-T4, tout aussi bonne, voire meilleure. Et en plus, on aura certainement un nouveau processeur et un nouveau capteur. Donc on va aussi gagner sur tous les autres plans qui sont la dynamique, la mise au point et bien d'autres choses, la montée en ISO, etc. Donc je pense qu'il faut plutôt attendre le XT5 ou XH2, je ne sais pas très bien ce qui va sortir en premier, mais en tout cas une prochaine génération de capteurs et de processeurs. Par contre, si vous avez un XT2, là, il y a match encore une fois. XT3 ou XT4, encore une fois, est-ce que la stabilisation est faite pour vous? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que cet écran orientable est fait pour vous? Mais ça ne doit pas être un choix d'achat, en tout cas, pas à ce prix-là. Mais est-ce que la stabilisation est vraiment faite pour vous? Sinon, investissez dans un XT3, c'est le meilleur rapport qualité-prix, je pense, dans le milieu de la photo hybride pour le moment, c'est le XT3. Donc foncez sur cet appareil si vous n'avez pas besoin de la stabilisation. Si vous en avez besoin, foncez sur le XT4. Si vous n'êtes pas encore chez Fuji et que vous cherchez à rentrer dans la famille par le haut de gamme, là, peut-être partir sur le XT4 pour la durée de vie, au niveau des mises à jour, au niveau, bien que Fujifilm prévoit des mises à jour pour ses boîtiers pendant longtemps, mais quand même, peut-être prévoir sur le nouveau modèle. En plus, on va arriver, là on est en novembre, donc on va arriver sur des promotions de Black Friday, puis les soldes, etc. Fujifilm a l'habitude de faire pas mal de promos. Le XT4 peut être intéressant, mais je pense qu'ils vont aussi réduire le XT3. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas vraiment mordu de stabilisation et que vous démarrez chez Fuji, peut-être rentrer chez Fuji par le XT3. Et puis, pourquoi pas alors investir, si vous êtes convaincu, et vous le serez, je vous le garantis, sur la génération suivante. Donc ma conclusion, elle est simple. C'est un excellent boîtier, excellent. Moi, je l'aime pour sa stabilisation parce que ça m'aide de temps en temps et parce que j'ai une pratique pro de la photo et que mon matériel, je le rentabilise. Maintenant, quand on est un amateur expert, que c'est une passion, je comprends que c'est une passion qui coûte cher et l'investissement dans un XT4, si vraiment on n'est pas mordu de stabilisation, je le répète, n'a pas beaucoup d'intérêt. Et alors à ce moment-là, franchement, prenez le XT3 et ce sera vraiment ma conclusion finale. Le XT3 est un excellent boîtier et le XT4 confirme que le XT3 est un excellent boîtier. Je pense que c'est ça la conclusion qu'on doit retenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire. Sachez que dans les jours qui viennent, je vais poster une petite vidéo plus courte, évidemment, sur les réglages que j'applique sur le boîtier XT4. On me l'a souvent demandé. Je l'ai déjà fait pour le XT2 et pour le XT3. Si vous êtes possesseur ou futur possesseur de ces boîtiers, vous pouvez aller voir aussi. Mais je vais le faire évidemment pour le XT4. Merci beaucoup d'avoir encore une fois suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, allez voir mon compte Instagram, le lien est en bas de la vidéo et j'espère vous retrouver pour toutes les prochaines. Merci beaucoup, salut, à bientôt.